R. Kelly est un prédateur, un violeur en série, qui a fait des dizaines de victimes en 30 ans. C'est la première fois qu'un artiste de la scène musicale contemporaine est inculpé d'autant de crimes sexuels. Il n'y a pas pire que lui. Quand il affirme qu'il n'a rien fait, son corps dit tout le contraire. On voit qu'il joue un rôle devant les caméras. C'est quelqu'un qui essaie de se cacher aux yeux de tous. Eh bien, s'il se comporte de cette façon devant les caméras, quand tout le monde peut le voir, qu'est-ce qu'il fait en privé? C'est une idole sur scène, mais un monstre en coulisses. En 2021, quand débute le procès de R. Kelly, le grand public découvre l'ampleur des violences qu'il a infligées à des jeunes filles mineures depuis les années 1990. Mais avait-il semé des indices dès le début? Nos trois experts examinent de près le comportement de l'ancien roi du R&B. L'analyste visuel. J'ai un doctorat en intelligence émotionnelle. J'ai appris à regarder au-delà des mots et à chercher la vérité au-delà des apparences. L'analyste sonore. Je suis professeur de linguistique. Mon travail consiste à examiner le fond, la forme, ainsi que les informations qu'on souhaite communiquer. Et la profileuse. Je suis consultante en psychologie médico-légale et j'ai rencontré certains des criminels les plus célèbres. Je les étudie pour essayer de définir leur profil psychologique et comprendre ce qui les pousse à agir. Des ventes de disques records, une fortune estimée à 100 millions de dollars et une série de vies brisées qu'il laisse derrière lui. Nous allons vous révéler les secrets et les mensonges de R. Kelly. Il a énormément de succès et personne ne remet en question son comportement. À mon avis, il pensait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, tout simplement. Mars 2019. La plus grande star du R&B est libérée sous caution après avoir été arrêtée pour crimes sexuels sur mineurs à Chicago, sa ville natale. Sa réputation est en jeu. R. Kelly accepte une interview sur le plateau d'une des plus grandes émissions matinales américaines qui sera diffusée dans l'ensemble du pays. Le but de R. Kelly avec cette interview, c'est de garder le contrôle de l'opinion publique, comme il l'a toujours fait, en disant que c'est un génie, que le monde entier lui en veut, que les gens sont jaloux et essaient de détruire sa réputation, alors qu'il n'a rien fait de mal. Pourquoi ça n'aurait pas marché? Ça fonctionnait déjà depuis plus de 25 ans. I am surprised that you agreed to do it. Why are you sitting down with us today? I'm very tired of all of the lies. I've been hearing things and and seeing things on the blogs and I'm just tired. Écoutez bien, il est en train de nous dire que c'est lui la victime. I have been assassinated. I have been buried alive. But I'm alive. Ce qui m'intéresse, c'est la question suivante. Avez-vous enfreint la loi dans vos rapports avec les femmes? Il nie tout en bloc, mais il faut examiner sa manière de le dire. Il prend une voix toute voilée, il chuchote, il parle tout bas. Have you broken any laws when it comes to women? Absolutely not. On associe souvent les voix voilées à une certaine forme de résignation. Mais là, il nie catégoriquement, il veut tout nier en bloc. C'est pour ça qu'il utilise les mots forts absolument pas. Alors, pourquoi il ne le dit pas plus fort, justement? À mon avis, il joue un rôle devant les caméras, c'est une performance. Ça ne semble pas sincère du tout. Have you ever had sex with anyone under the age of 17? Cette question est importante, car ils sont à Chicago, dans l'État de l'Illinois, où l'âge légal du consentement a été fixé à 17 ans. Ce qui signifie que toute relation avec un mineur de moins de 17 ans est contraire à la loi. No. Never. No. S'il passait à la radio, ce serait crédible. Sauf que là, nous avons l'avantage de l'image et du langage corporel. Quand il dit non, on remarque un petit mouvement de la tête de haut en bas qui signifie oui.
En plus du hochement de tête affirmatif, il faut également remarquer ses mains. Il a les mains croisées l'une dans l'autre, et on voit bien les deux derniers doigts de la main gauche se refermer pour former un poing serré. Enfin, il relâche la tension dans ses jambes avec le pied qui tape par terre. Cela nous montre dans quel état d'anxiété il se trouve au moment de cette question. Have you ever had sex with anyone under the age of 17? No. Never. No. Qu'est-ce qu'il faut croire? Les mots que l'on peut facilement manipuler ou le corps qui laisse transparaître la vérité de façon inconsciente? Je vous ai donné la réponse. On fait confiance au corps. Son corps nous dit qu'il a effectivement eu des relations avec des mineurs de moins de 17 ans. Cette interview se déroule au domicile de R. Kelly, dans la somptueuse Trump Tower, où se trouvent des appartements luxueux qui se vendent à plus de 10 millions de dollars. Mais sa carrière a débuté dans un quartier bien plus modeste. Kelly a grandi dans les quartiers sud de Chicago. Il avait 3 frères et sœurs, tous de pères différents. Sa mère les a élevés toutes seules. Vous savez, les quartiers sud de Chicago sont assez pauvres. C'est un quartier où les familles se retrouvaient à l'église. C'était le cœur de toute la communauté, avec le terrain de basket. Et dans ces lieux communautaires, la musique jouait un rôle décisif pour rassembler tout le monde. Sa mère aimait la musique, elle chantait beaucoup. Il a grandi entouré de musique et apparemment, il était très doué depuis son plus jeune âge. Après avoir chanté dans l'église de son quartier, il intègre la chorale de son lycée en tant que soliste et il en devient la star. La musique lui offre une issue possible pour sortir de la pauvreté et lui permet d'échapper aux problèmes auxquels il est confronté à la maison. Quand il était enfant, R. Kelly a été victime d'abus sexuels. C'est arrivé à plusieurs reprises quand il avait 7 ou 8 ans et ça a continué jusqu'à ses 14 ans. Je pense que ça a eu un grand impact sur lui. Il a développé un certain intérêt pour le sexe, il a été sexualisé très tôt, trop sexualisé même, alors qu'il n'était qu'un enfant. Dans son autobiographie, il raconte ses abus sexuels. Il explique que ça l'avait beaucoup perturbé et qu'il en avait honte, mais qu'il avait aussi apprécié l'aspect physique de la chose. Il faut bien sûr souligner que 90% des hommes qui ont subi des abus sexuels dans leur enfance ne deviennent pas pour autant des agresseurs sexuels en grandissant. Mais pour les 10% restants, la plupart d'entre eux racontent qu'ils se sentaient sous contrôle, dominés et utilisés, et qu'ils avaient voulu incarner le rôle d'agresseur dans l'espoir d'échapper à toutes ces émotions et de les extérioriser. Dyslexique, Kelly éprouve beaucoup de difficultés à lire et à écrire. Mais c'est un parolier talentueux et il apprend à jouer de plusieurs instruments rien qu'à l'oreille. Après une période de chanteur de rue à l'adolescence, il rejoint les Musically Gifted Men. MGM était un trio de musique préexistant. R. Kelly les a rejoints et en a, en quelque sorte, pris les rênes. Il se cherchait encore à l'époque. Et franchement, c'est très drôle de le voir dans ses costumes rembourrés des années 80, beaucoup trop grands. Vous savez, avec les épaulettes et tout le tralala. Mais dès le départ, il était évident qu'il continuerait sa carrière en solo. Après avoir remporté un concours de talent à la télévision, Kelly quitte le groupe, laisse tomber les tenues de scène clinquantes et adopte un nouveau look. Il se décrit lui-même comme le thug du R&B. Il raccourcit son prénom Robert en R et choisit Barry Enkerson comme manager, un vétéran du monde de la musique. C'est lui qui aide Kelly à accéder à la gloire. Il lui présente également Alia, sa nièce de 12 ans.
Aaliyah Dana Houghton était une chanteuse extrêmement douée. À 6 ou 8 ans, elle montait déjà sur scène avec sa tante, Gladys Knight. Elle savait comment se comporter sous les projecteurs et elle était destinée à une très grande carrière. Aaliyah rencontre Kelly alors qu'il travaille sur son album solo de 1991, Born into the 90s. Elle lui fait une très bonne première impression, comme le démontre le deuxième titre de l'album du chanteur, She's Got That Vibe. Oh, alertez la presse. Meuf, tu me fais de l'effet et j'aimerais bien te ramener chez moi. J'avoue que la mini-jupe que tu portes tout le temps, je peux pas m'en empêcher bébé, je peux pas m'empêcher de regarder. En gros, cette chanson parle de femmes que R. Kelly trouve attirantes sexuellement. Et il liste toute une série de noms de filles qui, selon lui, ont le truc. On a par exemple Rochelle a le truc, Gladys a le truc, Montina a le truc. Et attendez, la jolie petite Aaliyah a le truc. Sauf que la jolie petite Aaliyah a 12 ans en 1991. Pourquoi est-ce que personne ne s'est dit en voyant ces paroles « Attendez une minute, Aaliyah n'a pas ce genre de truc, ce n'est pas de son âge. Et si tu le penses vraiment, tu ne devrais pas travailler en collaboration étroite avec elle. » En 1994, ils sont encore plus proches qu'avant. Kelly a 27 ans et Aaliyah 15. Il produit le premier album de la jeune fille et lui écrit une chanson au titre évocateur. L'âge n'est rien d'autre qu'un chiffre. L'album fait sensation. Très vite, Aaliyah et Kelly sont au centre de nombreuses rumeurs dans l'industrie musicale. Please welcome Aaliyah and R. Kelly for Video Soul. Okay, let's clear something up, because you know I've been getting a rundown. Regardez bien ce qu'il fait à ce moment-là. Il se penche en arrière contre le dossier. C'est comme s'il anticipait un sujet ou une question difficile. Okay, let's clear something up, because you know I've been getting a rundown on the street. Everybody seems to think that y'all are either girlfriend or boyfriend, or cousins, or just let's get the record straight. Now, what significance Et sa réponse en dit long. to this question? Better go get me a white Jeep. Il va me falloir une Jeep blanche est une référence directe à O.J. Simpson. Peu de temps avant cette interview, on avait été très nombreux à le regarder essayer d'échapper à la police dans sa Jeep blanche, alors qu'il était soupçonné d'un crime. Et c'est très intéressant, parce que même si c'est voulu comme une pointe d'humour, ça nous permet de faire un rapprochement entre lui et une autre personne accusée d'activité illégale. Pendant l'interview, R. Kelly essaie de recentrer la conversation sur leur collaboration musicale. Mais même avec ce sujet-là, il ne semble pas très à l'aise. I found Leah. As a matter of fact, Barry Hankerson, my manager, who's her uncle, told me to go up to Detroit and hear her sing. Once I got up to Detroit, I didn't have to hear her sing because she was growing. I knew she had it. As soon as she started singing, that verified it. And from there, we became here. And everything was all good. On remarque des signes d'anxiété chez R. Kelly, notamment dans sa respiration. Il respire avec la poitrine et non le ventre, et souvent, ça peut créer une certaine tension dans le corps. Regardez bien le deuxième bouton de sa chemise. Il bouge de bas en haut. Il prend une grande respiration, comme s'il manquait d'air ou qu'il était essoufflé. And from there, we became here. Donc tout ne se passe pas bien. Est-ce qu'il y a un problème dans leur collaboration musicale? Ou est-ce qu'il se rend compte que ce qu'il se passe entre lui et Aaliyah, ce n'est pas bien? Mais que se passe-t-il exactement entre eux? D'après le témoignage plus récent d'un membre de son équipe, ils ont des contacts sexuels depuis environ 2 ans. Ces rapports sexuels ont commencé quand Aaliyah avait 13 ou 14 ans, juste après leur rencontre. Mais ce n'était pas un cas isolé.
Il y a toute une flopée de jeunes filles, de choristes ou de danseuses qui ont subi des abus sexuels de la part de Kelly. Il entretenait des rapports sexuels illégaux avec plusieurs jeunes filles de 14, 15 ou 16 ans, en même temps qu'avec Aaliyah. Malgré ses autres relations, Kelly parvient à convaincre Aaliyah qu'elle est à part. Quelques semaines seulement après leur apparition télé, il lui donne rendez-vous dans un hôtel de Chicago, en présence d'un pasteur. Kelly a réussi à épouser Aaliyah. Et il y est parvenu en demandant à son manager de tournée de soudoyer un fonctionnaire de l'administration afin qu'il lui fasse une fausse carte d'identité affirmant qu'elle avait 18 ans. Et c'est ce qui m'impressionne le plus. On ne parle pas seulement de R. Kelly ici, mais aussi d'un fonctionnaire à qui on a graissé la patte et d'un manager de tournée. Il y avait au moins 3 adultes dans l'histoire qui étaient au courant de la situation. Et personne ne s'est préoccupé de la sécurité de cette jeune fille. Plus tard, les parents d'Aaliyah réussissent à faire annuler le mariage et exigent que Kelly coupe tout contact avec elle. Pendant les 7 années qui suivent, elle sort plusieurs albums au succès international et tourne dans 2 films. Mais en août 2001, elle meurt dans un crash d'avion alors qu'elle tourne un clip vidéo aux Bahamas. Dans une interview de magazine publiée 15 ans plus tard, Kelly affirme qu'il l'aimait. Je ne crois pas à la version de l'amourette. Il entretenait des relations sexuelles illégales avec plusieurs adolescentes, en plus d'Aaliyah. Mais ce mythe du grand amour de Kelly, c'est n'importe quoi. C'est un prédateur sexuel, et Aaliyah était une de ses victimes. À la fin des années 90, Kelly est devenu l'un des plus grands artistes au monde. Il combine une voix de gospel avec des paroles très crues. Son album à succès, 12 Play, est particulièrement explicite, mais une chanson en particulier sort du lot. Une des chansons de l'album a pour titre « I like the crotch on you », donc « J'aime mon entrejambe sur toi ». Ce n'est pas de la poésie et ça se passe de commentaires. Vers la fin de la chanson, les paroles sont assez révélatrices. Seulement si tu n'es pas trop jeune, bébé. 18 ans ou plus, ou 16 ans et moins. Mais comment faire? Je me demande, purée, ce que j'aime ça. Comment cette chanson a-t-elle pu sortir? C'est culotté, c'est vraiment très osé. Il n'essaie même pas de cacher son intérêt et son attirance pour les mineurs. Et cet intérêt commence à attirer l'attention du public. En 2000, le journal Chicago Sun-Times publie un dossier qui décrit comment Kelly, qui est mariée à l'époque, parcourt régulièrement les rues de la ville et use de sa richesse et de sa notoriété pour trouver de jeunes victimes, très souvent fans du chanteur. Plusieurs de ses assistants ont déclaré qu'une de leurs tâches était de découper des petits bouts de papier avec son numéro de portable pour les glisser ensuite dans les mains de jeunes filles mineures que Kelly leur désignait. Ça pouvait être en coulisses lors de ses concerts, à son studio d'enregistrement, ou encore au Rock'n'Roll McDonald's, un fast-food extrêmement ringard et très touristique où Kelly s'installait souvent. Il avait une table et il scrutait la porte pour repérer les filles qu'il désignait ensuite à ses assistants. D'après leurs témoignages, il était tout le temps à la recherche de nouvelles proies. Son allure, son succès, sa notoriété et sa richesse formaient un tout auquel il était difficile de résister. Le dossier inclut également les détails de 3 plaintes de partie civile. Des jeunes filles qui affirment toutes qu'il a eu des rapports avec elles après leur avoir promis de lancer leur carrière musicale. Il leur a donné $250 000 chacune contre la promesse de ne jamais en parler en public. Le silence des victimes a permis à Kelly de rejeter les accusations
en se contentant de les qualifier de mensonges et de rumeurs, et de se concentrer sur son succès grandissant. En 2002, il a déjà remporté 3 Grammy et produit des chansons à succès pour d'autres stars, comme Michael Jackson, Britney Spears et Céline Dion. Le 8 février, le chanteur, alors âgé de 35 ans, enflamme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City. Mais le même jour, à Chicago, un autre scandale prend de l'ampleur et menace de mettre un terme à sa carrière. Je travaillais chez moi et j'ai reçu un appel. Va voir dans ta boîte aux lettres. Dans ma boîte, j'ai trouvé une enveloppe en papier sans adresse. Elle contenait une cassette vidéo. Cette cassette renfermait les 26 minutes et 39 secondes les plus horribles que j'ai vues de ma vie. La vidéo, provenant d'une source anonyme, montre une suite d'actes sexuels pervers que Kelly inflige à une jeune fille nue. Cette dernière n'est âgée que de 14 ans. Sur la vidéo, cette jeune fille a le regard perdu et vide d'une victime de viol. Elle n'éprouve aucun plaisir, aucune joie. Cet homme lui dicte ce qu'elle doit faire, lui demande de l'appeler « papa », lui explique comment lui procurer du plaisir pendant qu'il filme toute la scène. Il lui demande d'uriner devant lui et lui, il urine dans sa bouche. La police ouvre une enquête, mais Kelly affirme qu'il n'est pas l'homme de la vidéo et qu'il compte bien se défendre. How are you holding up? It's very difficult, but I'm holding my own. You know, got a lot of support from a lot of people out there praying for me. So, you know, I feel pretty good. Ici, il nous dit qu'il se sent plutôt bien. Mais si on gratte la surface, on remarque tout un ensemble de gestes qui suggèrent l'inverse. Tout d'abord, on a un léger haussement d'épaule, juste d'un côté, à sa droite. Elle se soulève d'un demi-centimètre seulement. C'est un des mouvements que l'on fait quand on n'a aucune confiance en ce qu'on avance. Dans sa totalité, ça donne ça. Mais quand on ne veut pas que ça se voie, quand on ne veut pas montrer qu'on n'est pas sûr de nos paroles, il y a des fuites inconscientes. Et dans ce cas, ce sont des mouvements très légers. Un petit haussement de moins d'1 centimètre et souvent d'un seul côté. Pour le deuxième indice, il faut se concentrer sur ses mains. Certaines personnes manipulent ou tripotent leurs mains pour se détendre, comme une sorte de relaxation. Mais quand il s'agit d'une personne assez statique comme Kelly, qui d'un seul coup se met à manipuler ses mains, cela suggère une intensification de l'anxiété. Et ce n'est pas fini, il y a un dernier indicateur qui valide le reste. C'est un mouvement de tête minuscule, un petit non. It's very difficult, but I'm holding my own. You know. Ce petit hochement de tête, ce petit non, combiné au haussement d'épaule, nous suffisent pour affirmer qu'il ment quand il dit qu'il va plutôt bien et qu'il tient le coup. Pendant cette interview, on lui demande de parler de l'élément qui a déclenché l'enquête policière. Let's talk about the tape. When I talked to your representatives, they said you had not seen it and don't want to see it. Is that true? That is absolutely true. On a une affirmation positive de sa part, de sa bouche. Mais regardons ce que nous dit son corps. That is absolutely true. On a à nouveau le même combo, le minuscule mouvement de tête pour dire non et le haussement d'épaule d'un seul côté. On peut en conclure qu'il a vu la vidéo. Un mois après l'interview, la police arrête Kelly dans sa maison de vacances près d'Orlando. Les chefs d'accusation qui pèsent contre lui incluent la pédopornographie et le détournement de mineurs. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Les avocats de Kelly parviennent à reporter le procès pendant 6 ans. Pendant ce temps, son album Chocolate Factory s'écoule à 3 millions d'exemplaires dans le monde.
Son single Ignition Remix se hisse à la première place dans 4 pays, y compris l'Angleterre. Et dans sa ville d'origine, il a toujours un statut d'idole. C'était une énorme star. C'est un des seuls qui est resté dans la région de Chicago et de ce fait, il avait un peu cette image de héros et on le vénérait. Beaucoup de gens se disaient « Mais pourquoi ils s'en prennent à R. Kelly ?» Prenez Elvis Presley par exemple. Il était avec une fille de 14 ans et personne ne l'a harcelé pour autant. Personne ne l'a traîné en justice. De nombreuses personnes pensaient vraiment qu'on persécutait R. Kelly pour rien, que ce n'était pas vrai. Ils ne croyaient pas les accusations contre lui. En 2008, son procès a enfin lieu. Un grand nombre de témoins confirment qu'il est bien l'homme de la vidéo. Mais la fille en question et ses parents refusent de témoigner, ce qui arrange grandement les avocats de la défense. Le jury finit par l'acquitter. Il est sorti du tribunal avec l'attitude d'une personne innocentée, et non comme le prédateur sexuel qu'il était réellement, comme on le sait aujourd'hui. Il se sentait intouchable. De façon générale, les agresseurs sexuels ne s'arrêtent pas tant qu'on ne les arrête pas, ou tant qu'ils ne remarquent pas de conséquences directes et négatives à leurs actes. Et c'est pour ça que rien n'a changé dans les années qui ont suivi. Il a continué à avoir des problèmes avec la justice, mais est-ce que ça l'a poussé à arrêter? Est-ce que ça l'a freiné? Est-ce que ça l'a rendu plus discret? Non, rien de tout ça. Rassuré par le verdict, R. Kelly peut à nouveau se concentrer sur sa carrière. Pour parfaire son image publique, il donne une interview à la chaîne de télé américaine BET. Mais au lieu de mettre l'accent sur sa vie professionnelle, le journaliste le questionne sur sa vie privée. Wondering about you. Do you like teenage girls? Il a été acquitté, mais les rumeurs n'ont pas cessé pour autant. Dans sa situation, si on vous demandait si vous appréciez les filles adolescentes, la réaction logique serait de ne pas attirer l'attention sur vous. Mais la réponse que donne R. Kelly fait tout le contraire et attire les projecteurs sur lui car il répond par une autre question. Et le journaliste va dans son sens. Il a sûrement dû se dire « Waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça ». Et il lui pose donc une autre question. Girls who are teenagers, 19 and younger. I have some 19-year-old friends. À cette époque, il avait 41 ans. Combien de personnes qui ont la quarantaine ont des amis de 19 ans? Amis au pluriel. On a presque l'impression qu'il le fait exprès ici. Il ne fait pas beaucoup d'efforts pour le cacher, en tout cas. I have some 19-year-old friends, but I don't like anybody illegal if that's what we're talking about, underage. Quand il nous dit qu'il ne ferait rien d'illégal, on remarque un petit haussement de l'épaule gauche, qui nous confirme qu'il n'accorde pas beaucoup de crédit à ce qu'il raconte. Ensuite, il ferme les yeux pendant 5 secondes. Non, pardon, 5 images, donc 1/5 de seconde environ. C'est ce qu'on appelle le blocage oculaire. Quand on dit quelque chose de trompeur, on tente de prendre nos distances avec ce que l'on dit, soit en s'éloignant physiquement, soit en se refermant. Et ici, on a un gros indicateur de distanciation dans la fermeture des yeux. Quand quelqu'un vous dit quelque chose les yeux fermés et avec un haussement d'épaule, comme c'est le cas pour R. Kelly, vous devez vous méfier de la véracité du message à cet instant précis, parce que le locuteur a choisi de s'en éloigner et les fuites non verbales nous suggèrent qu'il ne dit pas la vérité. Malgré une mauvaise image et des rumeurs qui persistent, l'industrie musicale continue d'encenser R. Kelly. Dans les années qui suivent son procès de 2008, il travaille avec une ribambelle de grands noms de la chanson. Hey man, listen to the world speak. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde de la musique notamment, les tendances de R. Kelly et son statut de prédateur n'étaient en aucun cas un secret. Des milliers de personnes étaient au courant de son comportement.
Mais il avait un gros atout en sa faveur. Tout ce qu'il touchait se transformait en disque de platine ou d'or. C'était une machine à tubes. Mais à partir de 2015, la machine commence à s'essouffler. Les goûts musicaux évoluent et le dernier album de Kelly, The Buffet, reçoit un accueil décevant. Lors d'une interview, il doit faire face à des questions sur sa perte de vitesse. And joining me now is the artist himself, R. Kelly. Thank you very much for being with us. Oh man, thanks for having me. On peut découper cette interview en deux parties bien distinctes. Dans la première partie, quand la journaliste lui lit des tweets très gentils et positifs de ses fans, tout se passe bien. La discussion est engageante, agréable. Since the early 1990s, you've been able to continuously make relevant music, unlike other R&B artists who have not been able to change with the times. What is your secret? Just being very observant. You know, I'm very observant of people. Ensuite, on arrive à la deuxième partie. Et le moment charnière est très clair. Le changement d'attitude est provoqué par un tweet en particulier. So Vante Culpepper says, would I let R. Kelly babysit my daughters? Fuck no. Would I play his music at a family party? You're goddamn right. À ce moment précis, l'atmosphère change du tout au tout et on observe plusieurs techniques que R. Kelly tente d'adopter pour prendre le contrôle de la suite de l'interview. What do you say to fans that are conflicted about you? So we can curse on this TV show? Yeah, absolutely. You can say whatever you want. I say fuck that. La journaliste reste très professionnelle. À aucun moment, elle ne perd patience ou ne s'énerve, alors qu'il l'interrompt à 45 reprises. Sorry, I'm going to just speak for a moment because I've given you a chance as well. So I've got, you asked that Every time I do an interview, sometimes the people that I'm interviewing with dispute me, and they'll make up that other people are disputing me. Of course, you're never going to be able to satisfy everybody. I'm going to just stop you there for a second, Mr. Kelly, because before I have a couple of tweets here. This is a fan of yours. This is a fan of yours who wants to ask a question, and they asked because of my lyrics and didn't want me to sing certain lyrics. Okay, and even on stage, we're going to be speaking past one another, and I have nothing against anyone. I mean, il manipule la conversation pour nous faire croire que c'est elle qui l'interrompt. No, I'm not finished. Let me answer the question. I was just going to say, Your question. I was going to agree with you and say that there isn't anything. You can't agree. I have not finished. Okay, so how can you agree? No, finish your question. You cannot finish. And you cannot agree with something that is not finished. So let me finish. Il l'interrompt également en lui posant des questions pour la déstabiliser. I'm going to just go to a comment you from... drink? Do I drink? Mm-hmm. Yeah. Do you get drunk? Yeah. You fall all over and not know where you're at? I don't understand the line of questioning, but no. Exactly. But it ain't positive, is it? Il essaie à tout prix de prendre l'ascendant. Je pense que, de son point de vue, il ne fait que la remettre à sa place. You're here to promote your album. One more question. I have one more question. R. Kelly a l'habitude d'être entouré de femmes qui satisfont le moindre de ses désirs. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. I'm not going to allow you to do that, but I love you. I love my Okay, I have a video question for you from a fan. If you video questions for me because this interview is over. Okay. Il ne sait plus quoi faire. Il ne peut pas utiliser ses stratégies habituelles pour obtenir ce qu'il veut de cette femme. Et c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Il est sur la défensive et débordant d'orgueil. Okay, well, Mr. K, thank you very much for coming to our first. I'm not answering my questions, but thank you for being here. You don't have to comment on my appearance, sir. C'est un véritable désastre, cette interview. En 2017, le malaise du public se transforme en hostilité. Des manifestants demandent aux stations de radio de ne plus passer ces chansons sur les ondes américaines. Cela fait suite à des accusations incendiaires émises par le reporter qui a suivi Kelly avant et après son acquittement pour les plaintes de pornographie en 2008. Kelly ne s'est jamais arrêté après son procès. En 2016, j'ai reçu un mail d'une mère qui me disait qu'il n'avait jamais cessé son comportement et qu'au contraire, ça s'était même empiré et que sa fille faisait partie de ses victimes.
C'est ce qui m'a poussé à réaliser une grande enquête qui a ensuite été publiée dans BuzzFeed News à l'été 2007. Une enquête qui prouvait que Kelly avait fondé une secte sexuelle. D'après cette enquête, au moins 6 femmes âgées de 19 à 31 ans seraient détenues prisonnières et feraient office d'esclaves sexuels dans les propriétés de Kelly, à Chicago et Atlanta. À première vue, le terme de secte pourrait sembler exagéré et limite mélodramatique ou sensationnaliste, mais il faut dire ce qui est. Ces jeunes filles se retrouvaient prisonnières de ce monde à part, où Kelly contrôlait absolument tout ce qu'elle faisait. Il les forçait à lui procurer du plaisir, il mettait en scène des actes sexuels en groupe qu'il filmait sans leur accord. Il les coupait de leurs amis et de leur famille. Il leur disait comment s'habiller, comment manger, quoi manger, comment dormir, quand dormir. Il leur interdisait de parler à d'autres hommes. Si ça, ce n'est pas la définition d'une secte, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Malgré les punitions qu'elle risquait si elle ne suivait pas ce qu'il appelait le règlement intérieur, certaines de ses filles ont choisi de rester avec lui. Les agresseurs disposent de tout un éventail de techniques psychologiques pour que leurs victimes se sentent sans défense et finissent complètement dépendantes de leur bourreau. Ces jeunes filles ont très vite compris que si elles faisaient la moindre chose de travers, elles n'auraient plus le droit de manger. Et comme elles n'avaient plus de téléphone, elles étaient complètement isolées de leur famille et de leurs amis. Leur monde se résumait à la maison dans laquelle elles se trouvaient. Elles ne se sentaient pas capables de s'extraire de cette situation. Et à cause de cette impuissance totale, elles croyaient avoir besoin de leur agresseur. Peu après les révélations de l'existence de cette secte, une série documentaire détaille les abus qu'il a fait subir à des victimes mineures sur une période de 25 ans. 7 d'entre elles ont accepté d'apparaître devant les caméras. Sa diffusion provoque la fin de son contrat avec sa maison de disques et d'autres femmes acceptent de s'exprimer. Victims should not be ashamed. He is the one who must take responsibility for his conduct towards us when we were young and vulnerable. En février 2019, Kelly est inculpée dans 10 affaires d'abus sur 4 adolescentes. Il verse 100 000 $ pour être libéré sous caution. Il s'entretient ensuite avec Gayle King, une présentatrice télé américaine, lors d'une interview explosive où elle lui pose des questions sur ses dernières accusations. So I think the point you're making is, and correct me if I'm wrong, that you have never held anybody against their will. I don't need to. Why would I? Gayle King lui a posé une question précise et il décide de lui répondre par une autre question. C'est encore une stratégie de fuite, mais surtout, il insiste sur le fait que c'est ridicule de penser ça. How stupid would I be to do that? I didn't say you That's were holding... stupid, guys. I didn't... Is this camera on me? Yes, it's on. That's stupid. Use your common sense. Et à ce moment-là, l'interview prend une toute autre tournure. Y'all quit playing. Quit playing. I didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. Il essaie de jouer la victime, mais on ne détecte aucune émotion sincère. Et ce qui nous permet de dire que tout ça n'est qu'une performance, c'est son regard. Il regarde la caméra en face. Il ne parle même plus à la présentatrice. Il essaie de s'adresser aux téléspectateurs derrière la caméra pour leur dire « Je n'ai rien fait ». Il essaie de pleurer, de montrer qu'il est triste, mais il hausse la voix parce qu'il est en colère. Ce sont deux signes contraires qui ne vont pas avec la recette habituelle de la tristesse mêlée à la colère. I gave you 30 years of career. Robert. 30 years of my career. Y'all trying to kill me. You're killing me, man. This is not about music. I'm trying to have a relationship with my kids, and I can't do it. Y'all just don't want to believe the truth.
You don't want to believe it. On n'est pas loin du discours d'évangile à ce stade. On voit bien qu'il se concentre sur la caméra. Il veut prononcer tout son discours devant la caméra. Il essaie de contrôler le message, il essaie de paraître énervé et attristé. Mais c'est une performance de mauvaise qualité. Après une courte pause, Kelly revient s'asseoir et continue de clamer son innocence et d'accuser les victimes de mensonges. I need somebody to help me not have a big heart. Because my heart is so big. People betray me and I keep forgiving them. On voit bien que c'est faux, n'est-ce pas? Il n'est pas doué et du coup, il a l'air encore moins convaincant. Parce que tout tourne autour de lui. Il ne parle pas des victimes. Il y a 3 indicateurs. On a un nom de la tête, un haussement d'épaule, ce qui veut dire qu'il n'est pas convaincu par ce qu'il est en train de dire. Et enfin, on part souvent dans les aigus quand on est en train de mentir. Avec une telle hauteur de ton, on a un ensemble de 3 indicateurs qui nous permettent de dire qu'il ment. Sa voix monte dans les aigus sur la fin. Ce n'est pas la vérité, non. Quatre mois après l'interview sur CBS, Kelly est à nouveau arrêté. Cette fois-ci pour une série de chefs d'accusation fédéraux qui remontent jusqu'en 1994, comprenant le soudoiement d'un fonctionnaire de l'État afin d'obtenir une fausse carte d'identité dans le but d'épouser la jeune Alia de 15 ans, ainsi que l'ensemble de son entreprise criminelle. Détournement de mineurs dans plusieurs États, exploitation sexuelle, travail forcé et pornographie. À la fin de son procès en 2021, R. Kelly est reconnu coupable de tous ses chefs d'accusation. J'ai trouvé ça incroyable de voir ce sur quoi j'avais travaillé être détaillé et analysé comme ça au procès. Et cette fois-ci, un jury composé des pères de Kelly ont entendu le témoignage de 22 victimes et ont étudié une liste de preuves incroyablement longue, des vidéos, des emails, des enregistrements, avant de se prononcer et de le juger coupable de tous ces chefs d'accusation. C'est la première fois qu'un artiste de la scène musicale contemporaine est inculpé d'autant de crimes sexuels. Et il n'y a pas pire que lui. Kelly fait appel contre l'accusation de trafic sexuel de mineurs. Mais celui que l'on considérait comme le roi du R&B est aujourd'hui derrière les barreaux et ne pourra plus profiter de jeunes filles innocentes, ni les tenir à l'écart de leur famille. On pense souvent que les crimes sexuels ne sont motivés que par le plaisir physique, par la gratification sexuelle. Et bien entendu, c'est aussi le cas ici. Mais je dis toujours que les pulsions sexuelles sont secondaires par rapport aux besoins émotionnels. Ici, quel est le besoin émotionnel que R. Kelly essaie de combler? C'est le besoin de pouvoir et de contrôle, mais aussi le besoin de dégrader et d'humilier ses victimes. Imaginez-vous à sa place. Il a le talent, un super look, tout l'argent du monde et toutes les opportunités possibles et inimaginables. Et malgré tout ça, il ressent encore le besoin de contrôler et d'humilier des jeunes filles dans le seul but de se satisfaire.